Connaître la dette d'un crédit immobilier à la consommation, par exemple, ça n'interrompt pas la forclusion. Donc le créancier, il a 2 ans pour saisir une juridiction et obtenir une décision condamnante. Je regrette, là j'ai un petit désaccord avec vous sur ce point-là. Il n'a pas 2 ans pour saisir une injonction, il a 2 ans à partir du premier impayé non régularisé. J'arrête, mais simplement ce que je veux quand même, si vous voulez, insister sur tous ces éléments-là. Qui paie les impayés? C'est une question de fond. Moi, j'ai retenu de Gérard qu'il ne fallait jamais répondre et jamais payer. Voilà, donc qui paie les impayés? Le problème est réglé. Oui, le problème, c'est que parfois, 20 ans après, on est rappelé ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé. Ça m'est arrivé, effectivement. Qui paie les impayés? 22 ans après, on me passe des coups de fil en me disant j'ai pas payé un truc. Toute la difficulté, c'est est-ce que votre créancier dispose d'une décision de justice? Donc avant 2008, elle était valable 30 ans, depuis 2008, elle est valable 10 ans. Donc si tel est le cas, s'il a une décision de justice, il a une latitude beaucoup plus importante que s'il en a pas. Il faut que je résiste encore 8 ans. Ah, il faut résister. Ce point-là est important quand même. Qui paye les impayés? Parce que c'est le consommateur. Parce qu'on est obligé d'augmenter. C'est le consommateur, ça c'est évident pour quelqu'un. C'est peut-être pas qu'il faut quand même prendre en compte. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des cas qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça, moi je ne peux qu'inciter les consommateurs qui ont des difficultés de recouvrement. Alors si c'est vis-à-vis de nos adhérents sur le site internet, ils peuvent venir nous solliciter, ils peuvent nous écrire. Donc on peut en prendre en compte. Si ce n'est pas des adhérents de chez nous, on fera suivre. Et je reviens sur qui paye les adhérents. 63 000 dépôts de billets. Se faire aider, se faire assister. Si on n'a pas les moyens, ne serait-ce qu'un avocat. Décrypter les courriers. Alors on a fait un petit peu le tour avec Gérard. Si on ne peut pas se payer un avocat, il y a quand même par exemple, en fonction de votre dossier, de votre situation, il y a par exemple le site du servicepublic.fr. Il y a des aides dans les mairies qui sont gratuites. Il y a tout le réseau de Crésus, Chambre régionale de surendettement social. Puis alors moins efficace, me disait Gérard. C'est toi qui l'as dit. Centre d'action sociale, services sociaux départementaux. Non, c'est pas leur et les associations de consommateurs, bien sûr. Et dans les ordres d'avocats, il y a des consultations gratuites toutes les semaines. Il faut téléphoner tous les ordres donnent des consultations. Et si on a un professionnel peu scrupuleux, vous nous dites juste oui ou non. Maurice demande si on peut porter plainte. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des précédents, il y a des décisions de justice, que ce soit par des sanctions pénales, puisqu'on peut invoquer la violence, les appels téléphoniques malveillants, ou sur le plan civil, la responsabilité pour faute, tout simplement. Très bien. Et une société de recouvrement, elle ne peut pas saisir mes meubles? Non. On est d'accord? C'est l'huissier qui le fera. C'est l'huissier qui le fait. S'il a un jugement. Merci beaucoup. À retenir avant de refermer ce dossier. D'abord, si jamais vous êtes concerné par des agissements douteux de la part d'une société de recouvrement, vous avez besoin d'un conseil. Donc n'attendez pas et rapprochez-vous d'un avocat spécialisé en droit de la consommation. Les associations de consommateurs comme Crésus ou Cyprès, ou encore les assistantes sociales, on en parlait, mais dans votre mairie également, les avocats sont de bons conseils pour vous aider dans vos démarches, les avocats dans le cadre des consultations gratuites régulières dont on parlait. Et puis demandez toujours à la société de recouvrement qui vous interpelle à quel titre elle intervient, ainsi que le détail de votre créance, parce qu'il est possible qu'il y ait eu une prescription. Les sociétés de recouvrement n'ont pas le droit d'ajouter des frais à la créance, par exemple pour les courriers de relance. Et puis le harcèlement par téléphone est passible d'une lourde amende. Et là, vous pouvez éventuellement porter plainte si ça devient trop pénible. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous vouliez dire un dernier mot? Vraiment, un dernier mot. Je reviens sur l'amiable, la négociation, c'est primordial. Donc le contact, ne rien cacher. Et je voulais simplement ajouter que la FIGEC va sortir un livre blanc sur le recouvrement des créances en France qui va sortir au tout début du mois de décembre et que je me ferai un plaisir de vous envoyer. De nous communiquer. Très bien, merci beaucoup. Et merci à Sarah Boulker de nous avoir aidé à préparer ce dossier. On va rejoindre notre foodista, Farida, pour un petit tour à la découverte du safran. Coup de foudre. Crocus, crocus, petit rayon de soleil, crocus, crocus. Mais oui, c'est mignon. Et apparemment, il y a un rapport entre le crocus et le safran. Le safran vient du crocus. Vous allez le voir. C'est tout un programme. Et oui, aujourd'hui, moi, cette semaine, je suis allée visiter un endroit assez sublime. Excusez-moi, j'ai fait opération de Top Chef. Mais tout le monde court. Tout le monde court aujourd'hui. C'est un peu essoufflé. Donc, je suis allée découvrir un produit très rare et absolument sublime, effectivement, le safran. Et donc, on connaît tous, mais voyager extrêmement loin pour ça. À l'étranger. Et si c'était possible? Eh bien non, figure-toi que non. Je suis restée en France. Première nouvelle. Mais oui, première nouvelle, puisque on sait tous que le safran vient du Moyen-Orient. Oui. Voilà. Et juste pour la petite histoire, tu le savais toi? Bien sûr. Bien sûr. Et juste pour la petite histoire, il a été cultivé pour la première fois il y a 35 siècles en Grèce. D'accord. Eh ouais. Et donc là, il y a du safran made in France. Eh ben oui.
Figure-toi que oui. T'es pas allé chercher en Grèce? Ben non, bien sûr que non. Donc, Made in France, il y en a à Montargis, pas très loin de Montargis, dans le Gâtinais, il y en a en Provence. Et moi, je me suis rendue en Bretagne, près de Quiberon. Est-ce qu'il est aussi cher que le safran Made in France que le... Moi, j'en avais jamais vu du vrai. Oui, alors je vous en ai rapporté, là, bien sûr. J'avais jamais vu comme ça. Moi, je pensais que c'était de la poudre. Non, c'est vrai? Bah oui. Ah bah, on en parlera après le reportage. Mais alors, pour répondre à ta question, Maya, alors c'est vrai que le safran Made in France, il coûte un peu cher. Entre 30 000 et 40 000 euros le kilo. Oui. Ah, et c'est peut-être pour ça que j'en avais jamais vu. Ça fait 30 à 40, 3 000. Non, c'est 30 000. Non, c'est bien 30 000. Ouais. 30 000, ouais, c'est ça. Ah ouais, pourtant, tu avais mis 3 000 euros sur la fiche. Non, mais je me suis trompée. J'ai revérifié. T'as rajouté un zéro. 30 000 euros. Non, 30 000 euros. Donc, soit 30 euros le gramme. C'est juste hallucinant. Mais comment ça s'explique? Oui, mais c'est fait à la main. C'est récolté à la main. C'est un vrai travail d'orfèvre. Ah, donc c'est ce que tu as fait. On va le voir. Moi, j'ai des petits doigts de fée. Ah, allez, avec Maxime Buatier, reportage. Je suis dans le Morbihan et j'ai rendez-vous avec le premier producteur de safran de Bretagne. Suivez-moi. Hello Jean-Vincent. Bonjour Farida. Bon, tu tombes bien à pic, on a une belle récolte de safran cet après-midi. On y va, Tu commences direct, toi. Allez, on y va. C'est parti. De quel type de fleurs il s'agit? Alors, c'est un crocus bien particulier, c'est un crocus sativus. Et c'est le seul crocus au monde, en fait, qui est capable de produire, après séchage, des stigmates du safran, en fait, une épice, et la plus chère au monde au final. On arrive sur des prix autour de 30 000 euros le kilo pour du safran français de qualité. Alors comme ça, tout est récolté à la main? Ouais, c'est une culture artisanale du début à la fin, mais même de la plantation du bulbe jusqu'à la récolte de fleurs et jusqu'au produit fini, en fait. Alors écoute Jean-Vincent, ce qui est curieux, c'est qu'on ne ressent pas du tout les senteurs du safran. Oui. Pour l'instant, ça reste qu'une fleur, qu'un crocus sativus, oui, là, ça sent la fleur. Avec des stigmates qui ont un futur potentiel de devenir safran après séchage simplement. Ouais. Attends, je vais goûter. Ça a plutôt le goût de fuchsia justement à ce moment-là en fait. Ah oui? Par contre, t'as la langue déjà bien jaune. En fait. C'est vrai? C'est bon, ça part. Après t'avoir montré les fleurs de safran, regarde un petit peu la base, ce que c'est le crocus sativus. Voilà. D'accord, donc là on est dans le bulbe. Voilà, on les voit ici les racines. D'accord. Et puis donc il sort, il va te faire une petite feuille. Ah bah je l'ai là. Et là, tu regardes, tu as les fleurs qui arrivent. Au bout de 4-5 ans, on doit casser cette safranière. Qu'est-ce que tu veux dire par casser la safranière? Et bien, donc du coup, on va ressortir tous les bulbes et on va les replanter ailleurs. Parce qu'on a un risque sanitaire, c'est-à-dire que si tous les bulbes, on part de un bulbe, ils vont se diviser, on va avoir un ensemble de bulbes au bout de quelques années. D'accord. Et cet ensemble de bulbes-là, en fait, remonte dans le sol, commence à toucher d'autres ensembles de bulbes. Et au niveau sanitaire, si un champignon dans le sol se déclare, on peut tout perdre la safranière. C'est comme ça qu'on a perdu notre safran en France au XVIIIe siècle aussi. Et alors maintenant, la prochaine étape, maintenant qu'on a notre gramme de safran, ouais, ça va être l'émondage. C'est la séparation des stigmates de la fleur, en fait. D'accord, bah c'est parti. C'est parti. Je suis prête. Allez Farida, je pense que je vais pouvoir t'embaucher l'année prochaine. Hein. Oh, yes, T'as bien travaillé. Allez, go. On va séparer, on va faire tomber un petit peu les pétales et on va venir couper les stigmates là où ils sont encore rouges-orange, en fait. C'est vrai que quand on a un gros stock de stigmates, il va falloir le sécher. On a compris qu'il fallait le saisir, le safran, à peu près entre 60 et 70 degrés. D'accord. De manière à le sécher, et c'est à ce moment-là, justement, qu'il devient épice. S'il n'est pas bien séché, en fait, il y a un risque de pourriture quand on va le conditionner. Et alors, ça donne quoi après? Eh bien, après, ça donne, regarde bien, ce que ça peut donner, en fait. Au bout de quelques heures d'émondage. Attention, senteur. Ça rigole plus. Waouh. Oh purée. Ouais, c'est puissant. Ah ouais, c'est... Ouais, ça prend, ouais. Je sais pas si vous sentez là, chez vous, mais... Oh, c'est magnifique. Ce matin, tu as ramassé les crocus. Cet après-midi, tu les as émondés, oui. Tu les as séchés dans la foulée. Est-ce que c'est important que toutes ces étapes soient réalisées le même jour? Dans un souci de qualité, plus on va aller vite dans nos différentes opérations, en fait, entre couper les fleurs, les ramener à la maison, les émonder, les sécher et les stocker quand on va les avoir là, plus le safran va être excellent derrière, en fait. Ah, donc ça, c'est très important. Hein. C'est le but du jeu, c'est la qualité. Hein. Et ce qui est fou, c'est qu'au niveau de la couleur, là, on est sur du rouge-rouge. Tout à fait. Et après, dans les plats, il va devenir jaune or. Tout à fait. Ça. Ouais. Et justement, tu sais quoi? On a un rendez-vous en cuisine. Bon, super. On va visiter un chef qui va nous préparer des merveilles. Très bien. Eh bien, écoute, on est parti. On y va? Il n'y a pas de problème. Bonjour chef. Ah mais non, je vois double. Il y a deux chefs. Hein. Eh oui. Ça va bien? Oui, très bien. On a fait une petite sauce pour vous mettre
mettre en appétit. Il faut mettre les safrans bien avant, puisque si vous le mettez au dernier moment, il n'a pas le temps de diffuser. C'est comme le thé. Il faut le laisser à peu près combien de temps minimum? Minimum 1 heure, minimum. Et maximum? Maximum, ça peut aller loin. Toute la nuit? Voilà. D'accord, jusqu'au bout de la nuit. Qu'est-ce que c'est que cette merveille? Une crêpe avec une pâtissière au safran. D'accord. Quelle est votre technique? Faire une pâtissière classique? Une pâtissière classique. À la fin de la cuisson, on rajoute du beurre salé et quelques pistils de safran. Alors ça, à réessayer. Hein. J'essaye de vous faire la même chose, mais j'essaye, hein, parce que là, ils ont mis la barre, mais très, très, très haut. Maya? C'est délicieux. On s'est régalé. Ouais, c'est vrai. On a tout mangé. Hein. Il y a Oui, déjà il plus n'y a rien plus rien dans les assiettes. Heureusement, on a gardé une assiette un peu de démonstration. Voilà, mais bon, de elle va cette Saint-Jacques avec la crème. Oui, alors j'ai préparé, Maya, une Saint-Jacques, je vous ai préparé. Une Saint-Jacques au sésame avec un brin de ciboulette et une crème safranée. Donc c'est tout bête, il y a la recette sur le site. Hein. Donc, il manquait juste un petit morceau de pain pour saucer. Et pour accompagner, la prochaine fois, je préparerai le pain. Et pour accompagner, je vous ai préparé une petite infusion au safran. Jean-Vincent, qui m'a reçu donc, dans sa safranerie, m'avait proposé une petite tisane et donc voilà, je vous l'ai faite. Avec que du safran, c'est que du safran là-dedans. C'est délicieux. Donc, en fait, moi, je pensais que ça colorait simplement, mais c'est vrai que ça parfume aussi beaucoup. Oui. Alors, tout dépend, parce que tu sais, tu trouves du safran en poudre au supermarché. Alors, c'est effectivement un peu moins cher. C'est un peu moins parfumé, donc quand on n'a pas le choix, on achète ça, on ne va pas se casser la tête. C'est 5,30 € les 0,40 grammes, sauf erreur. Absolument, oui. Voilà, oui, non, mais c'est vrai. Et alors que quelques grammes, quelques filaments suffisent pour aromatiser vos plats et apporter vraiment... Et alors, est-ce qu'il faut faire attention à la manière dont on le conserve, le safran? C'est fragile ou pas? Contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'on pourrait croire que c'est super fragile, c'est super cher, donc super fragile, vous pouvez les conserver 4 ans, 3 à 4 ans, dans des récipients bien sûr hermétiques, à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur. Et le jour où il n'y a plus du tout de parfum, vous savez ce que vous en faites? Vous en faites de la poudre et ça colore vos plats. Donc ça colore vos tagines, on en parlait tout à l'heure, la paella, mais aussi les crèmes anglaises. C'est fabuleux dans la crème anglaise. Quand c'est usagé, quand c'est plus bon, tout ça. Oui, voilà, non, c'est vrai que c'est pas plus bon, c'est que tu vois, le parfum est tellement volatile. Et il paraît en plus que c'est anticancérigène, le safran. Alors, le safran, c'est un médicament anticancérigène. Il est également anti-fatigue. Alors, fabuleux pour les enfants, Maya. Attention, pour les enfants, les poussées dentaires. Alors ça, c'est très important. Pour les poussées dentaires, ça ne te concerne plus parce que tes enfants maintenant sont un petit peu plus grands que ça. Mais les poussées dentaires, donc toi, ça va te concerner bientôt. C'est un peu compliqué, tu vas voir. Au Maroc, ils utilisent, tu sais, ils prennent une bague en or. Bon, celle-là, c'est de l'or blanc, en or jaune. Tu la trempes dans du miel, tu frottes avec du safran et ensuite tu l'appliques sur la gencive. Et ça soulage vraiment les nourrissons. Ça, c'est très intéressant. Et alors ça aussi, un anti-grignotage. Ça vous permet d'enlever votre sentiment de faim. Et alors une dernière chose, il est aphrodisiaque. Il est aphrodisiaque pour les femmes. Allez, il y en a pour tout le monde. Il est parfait. Merci Farida. On va passer au cas pratique. Fabien, petite question de Romane. J'ai confié la vente de mon appartement à une agence, mais c'est moi qui ai trouvé moi-même un acheteur. Le négociateur immobilier me réclame pourtant sa petite commission. Est-ce que c'est pas abusif? Et non pas la grosse. Non, s'il s'agissait au départ d'un mandat dit exclusif, c'est-à-dire... Qu'est-ce que t'as à rire? Qu'est-ce que t'as à ricaner encore? Il dit des bêtises, alors forcément. Oui, mais enfin, t'es habitué. T'es habitué maintenant à ce qu'ils disent des bêtises. J'en découvre tous les jours. Alors non, c'est pas forcément. Ça fait rigoler. Ah, c'est ça. C'est ce qu'il a ajouté derrière qui m'a fait rire. Allez, Fabien, on te Non, mais j'attends que... Ça va, c'est bon, ça va. Je vous en prie, maître Fabien. Non, s'il s'agit d'un mandat exclusif, c'est la loi, il n'y a pas d'abus. Mandat exclusif, ça veut dire qu'il y a l'agent immobilier, il est le seul habilité à vendre. Même s'il n'a rien foutu, il va gagner. Il n'empêche, si on veut éviter ça, c'est le mandat simple. Hein. Tout le monde a le droit de vendre, y compris soi, et puis celui qui vend réclame sa commission éventuellement, que ce soit le site internet, l'agent immobilier. Si c'est soi-même, on ne se réclame pas sa commission à soi-même quand même. Il n'empêche... On peut se faire un petit chèque. Enfin, on vient de... un petit plaisir. Il n'empêche que, même avec un mandat exclusif, il y a un usage tout de même, qui est qu'effectivement, quand c'est soi-même qui trouvons l'acquéreur, on va voir l'agent immobilier et l'usage veut qu'on coupe la poire en deux.
Une commission d'agence immobilier, ça varie entre 2 et 10%. On va dire que c'est 4,5%, 5%, reconductible sur 3 mois. C'est ce qui se passe. Ah non, mandat exclusif. Tu vas voir l'agent immobilier, le négociateur, il s'en fout. Hein. Non, c'est la loi, regardez, je vais mon agent. Tu vas voir le patron à l'étage au-dessus généralement. Parce que le marché immobilier, il n'est pas florissant, exactement. Il n'est pas florissant en ce moment. Le bouche à oreille, ça va très très vite. Alors, je ne veux pas parler d'intimidation comme tout à l'heure avec nos agences de recouvrement. Tu as trouvé un vendeur, c'est génial. Tu as trouvé le gars, on coupe la poire en deux, tu vas voir le patron de la boîte, tu t'expliques avec lui rapidement, il coupe la poire en deux, il va voir son négociateur, il dit écoute, arrête tes conneries, il ne va plus avoir un client à ce rythme-là, dans 3 mois, ils vont aller chez le concurrent. Voilà comment ça se règle en réalité. Très bien. Valérie, une question d'Hélène, comment est extrait le mica ? Alors Hélène, elle a posé cette question à la suite de notre dossier sur le maquillage. Parce que le mica, c'est un minerai qui est extrait des mines en Inde. Oui. Et il y a eu un article, il y a quelque temps, sur le travail des enfants, évidemment, et les conditions dans lesquelles ce minerai est extrait et envoyé et revendu aux industries cosmétiques. Voilà. Donc, normalement, les conventions font que les entreprises font très attention aux conditions de travail sur place, mais il y a toujours, ça échappe toujours. Hein. Ça me fait un petit peu penser au reportage qu'il y a eu au dossier d'Encash Investigation sur les composants de nos téléphones portables. On se trouve exactement face au même problème, mais on peut décliner ça à l'infini dans tous les domaines de la consommation. Malheureusement, entre les sociétés qui ferment un peu les yeux, c'est vrai, et celles qui disent contrôler sur place, mais qui ne voient pas tout. Oui, c'est avec les sous-traitants. De toute façon, avec les sous-traitants. Oui, mais alors ça, c'est c'est la carte qu'elles brandissent pour se défendre. Oui, mais on sous-traite, on ne peut pas tout contrôler. En principe, ils sont censés quand même aller contrôler, aller voir sur place ce qui se passe et choisir des sous-traitants qui respectent des bonnes conditions de travail. Oui, mais c'est du pipeau. Voilà, on le sait. C'est du pipeau. Maître Gérard, pardon. Christelle vous demande, la cheminée de ma maison est installée sur le toit du voisin et celui-ci est mal entretenu, son toit. Que se passera-t-il si son toit et ma cheminée s'effondrent ? Alors c'est quelque chose de très courant. Non, c'est très courant. Généralement, ce sont des maisons qui étaient construites par le même propriétaire qui voulait avoir 2 locataires, ou des maisons qui ont été divisées suite à succession. Et il se trouve qu'effectivement, il y avait une cheminée qui s'est retrouvée sur la partie de toiture qui a été vendue aux voisins. La cheminée vous appartient à vous. C'est à vous de l'entretenir. Mais vous n'avez pas le droit d'entretenir la toiture du voisin. Vous pouvez le mettre en demeure de faire le nécessaire pour que votre cheminée ne s'effondre pas. C'est son intérêt, parce que quand une cheminée s'effondre, généralement elle descend jusqu'en bas, les dégâts sont dramatiques, mais on ne peut pas l'obliger. Par contre, si parce que le toit n'est pas entretenu, la cheminée s'effondre, c'est le voisin qui devra payer, financer, réparer. Alors cela étant, il ne faut pas attendre jusque-là, parce que vous avez plaidé ensuite 3 ans contre les assurances pour savoir si le toit était mal entretenu ou pas, si la cheminée qui était trop lourde, s'il a trop plu, que sais-je encore. Donc il faut toujours, en amont, soit arriver à discuter avec le voisin, c'est toujours la meilleure solution, soit sinon faire ce qu'on appelle un référé sur une procédure d'expertise pour demander que l'expert monte sur le toit, dise ce qu'il y a à faire pour que le toit soit stabilisé et supporte la cheminée, et ensuite, au vu du rapport d'expertise, on peut obtenir, toujours en référé, c'est en urgence, du président du tribunal qui l'oblige, le voisin, sous astreinte, à remettre son toit. On a vu la même chose. On a vu la même chose. Il y a un bout qui est sorti. Vous êtes cabotins tous les deux. Oh, j'avais pas vu ça. Non, le référé, ça va si vite que ça. Un référé, c'est 8 jours. Et encore, il y a des référés plus rapides, c'est ce qu'on appelle les référés d'heure à heure, et non pas les référés d'horreur, comme il m'a tapé le secrétaire une fois. Les référés d'heure à heure, si on va voir le président du tribunal, on dit on a besoin d'une décision tout de suite. Et il vous autorise à convoquer. Voilà, il vous autorise à convoquer votre adversaire pour l'après-midi. C'était pas une dent, Gérard? Non, c'était du safran. Je crois que c'était un grain de sésame. Pardon. Un grain de sésame la semaine dernière. De la semaine dernière, avec du plat. Farine. Oui. Comment faire du jus de pomme sans centrifugeuse? Tu es là, il y a que toi qui me comprends. Ou une patate, oui. Je sais pas. Alors tu disais, c'est Sarah qui voudrait faire du jus de pomme sans centrifugeuse. Eh ben c'est pas possible. Donc voilà. Ben voilà. C'est ma réponse, c'est pas possible. Non, mais si, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de miracle. On peut pas faire du vrai jus de pomme sans centrifugeuse. En revanche, j'ai une petite astuce. Vous prenez une dizaine de pommes, notamment les Boskop. Vous les coupez en 4, vous les mettez dans une non épluchées, vous les mettez dans une grande casserole, vous recouvrez d'eau, vous faites bouillir à peu près 30 minutes et ensuite vous laissez refroidir un peu et vous filtrez l'eau. Et donc d'un côté vous avez le jus de pomme et de l'autre vous pouvez faire une compote.
Donc vous pouvez faire de la jus de pomme et des compotes. Pour refroidir après. Voilà, vous refroidissez, vous mettez des glaçons, vous ajoutez un petit peu de cannelle ou un peu de glaçon pour rebooster le tout. Et donc voilà, une technique pour avoir de la compote d'un côté et un petit jus de pomme de l'autre. Voilà. Fabien, dernière question. Théophile vous demande, j'ai retrouvé ma voiture garée au parking avec une portière enfoncée. L'assureur me dit que les réparations sont entièrement à mes frais. Est-ce que c'est possible? C'est possible si on a une assurance simplement au tiers, l'assurance de base. Responsable dans ce cas-là, puisqu'on l'a retrouvé sur un parking, il s'est barré le gars, il s'est retrouvé tout seul. Il est non identifié. Assurance de base, responsable non identifié, traduction pour l'assureur, c'est vous qui êtes responsable. Vous êtes considéré à 100% comme responsable, puisqu'il n'y a pas de responsable identifié, on ne sait pas qui c'est. Auquel cas, avec une assurance au tiers, 0 indemnité. Donc, c'est à lui de payer. Il aurait fallu souscrire une assurance tout risque. C'est peut-être le cas qui vérifie. Si c'est tout risque, il sera remboursé à 100%. D'accord. C'est moche de créer des dégâts et de s'en aller. Dans un parking. T'as raison. Merci. Si vous aussi, vous avez des questions pour nos spécialistes, rendez-vous sur la plateforme de la quotidienne france5.fr et ils y répondront évidemment. Petit bilan de l'opération de solidarité qu'on a lancée hier lundi pour Emmaüs, en l'occurrence pour les compagnons de Paris. On recherchait 100 vêtements chauds, et bien on les a trouvés puisqu'on a eu 102 dons sur la plateforme de la quotidienne. Bravo à tous et merci beaucoup de votre générosité. Demain, on lance un nouvel appel. Et demain, on vous parlera des pommes de terre. Il y en a des sortes et des façons de cuisiner incroyables. Plus de 5000. Est-ce que cette offre-là, elle a été créée? On a créé un besoin ou alors est-ce que c'est autre chose? On vous en parlera, on vous présentera, vous aidera à les choisir, vous aidera à les cuisiner. Tout ça, ce sera demain. D'ici là, on vous souhaite une bonne journée. Pardon Gérard, parce qu'on dit pauvre, on a reçu des messages pour vous. Allez, un bisou. À demain. Et à demain. Salut.